17 décembre 1944, 06h00, carrefour de Meldy, Belgique. La température était tombée à 8 degrés lorsque l'Oberleutnant Werner Poetzky perçut un bruit qui n'avait rien à faire sur un champ de bataille européen. Un sifflement mécanique aigu, semblable au hurlement d'un moteur d'avion, mais provenant du sol. Dans l'obscurité d'avant l'aube, sous une neige tourbillonnante, sa patrouille de reconnaissance de la Waffen-SS, 11 vétérans de la première division blindée SS Leibstandart Adolf Hitler, avançaient avec prudence vers des positions américaines supposées faiblement défendues. Les rapports de renseignement parlèrent d'un simple carrefour tenu par une unité logistique, des troupes de l'arrière, sans armes lourdes, une proie facile pour des hommes aguerris par les combats en Russie et en France. Ce que Poetzky ne distinguait pas dans la pénombre, c'était un camion GMC CCKW6 peint en vert olive, en apparence banal, à un détail près, un détail capable de bouleverser les règles de la guerre mobile. Sur son plateau était installé un canon naval anti-aérien de 3 pouces, calibre 50, la même pièce qui protégeait les destroyers américains contre les avions japonais dans le Pacifique, reposait désormais sur un châssis de camion au cœur des Ardennes belges, prêt à cracher 15 obus explosifs de 23 kg par minute. L'équipage se composait de 5 marins de l'US Navy issus de l'Armed Guard, temporairement rattachés à des unités logistiques de l'armée de terre, du moins c'est ainsi que la marine qualifiait cette affectation. À 06h15, le chef du véhicule, le maître principal James Michael Donnelly, originaire de Boston, Massachusetts, aperçut un mouvement à travers ses jumelles, de l'infanterie allemande en formation tactique à environ 400 mètres. Il se tourna vers ses hommes avec un sourire sombre. « Marins, on a des cibles au sol. Chargez explosifs. Feu à mon commandement. » Ce qui se produisit dans les 4 minutes suivantes donna naissance à une légende qui se propagea dans les rangs allemands plus vite que les rapports officiels du renseignement. Les camions Sexensparm des Kellan, les camions du diable, venaient d'entrer en scène sur le front de l'Ouest, et la Wehrmacht allait découvrir que l'improvisation industrielle américaine pouvait transformer un simple camion de ravitaillement en une arme d'une létalité terrifiante. L'idée de monter des armes lourdes sur des véhicules n'était pourtant pas nouvelle. Depuis la Première Guerre mondiale, les armées expérimentaient l'artillerie automotrice. Mais ce qui rendait l'approche américaine véritablement révolutionnaire, c'était son ampleur, son audace et la diversité des armements greffés sur des châssis civils standardisés. Tout avait commencé au début de l'année 1943, lorsque la marine américaine se heurta à un problème inattendu. Des milliers de canons anti-aériens de 3 pouces, calibre 50, avaient été produits pour équiper destroyers et croiseurs. Mais la fabrication des armes avait dépassé celle des navires. Les entrepôts se remplissaient de canons sans affût. Dans le même temps, l'armée de terre avait un besoin urgent de défense anti-aérienne mobile pour ses colonnes en progression en Afrique du Nord et en Italie. Quelqu'un, les versions divergent, sur son identité, eut alors une idée d'une simplicité brutale, installer les canons navals sur des camions. Le GMC CCKW, le robuste camion 6-6 qui constituait l'épine dorsale de la logistique américaine, pouvait supporter la charge. La Navy disposait de servants entraînés. L'armée réclamait de la puissance de feu mobile. Pourquoi ne pas les associer ? Ce qui n'était au départ qu'un bricolage pragmatique se transforma en un programme à part entière, donnant naissance à plus de 2000 camions armés aux configurations variées. Le M51 recevait des mitrailleuses quadruples de calibre .50. Le M16 emportait 4 mitrailleuses lourdes dans une tourelle motorisée. Le M15 combinait un canon de 37 mm avec 2 mitrailleuses .50. Quant aux camions équipés de canons navals, jamais officiellement désignés, ils accueillirent des pièces allant du 3 pouces au 5 pouces 38. Lorsque le renseignement allemand croisa ces véhicules pour la première fois en Italie à l'été 1943, le ton fut condescendant. Les Américains montent des canons anti-aériens sur des camions, nota un rapport. Cette improvisation démontre leur incapacité à produire de véritables plateformes automotrices. Manque de blindage, absence de conduite de tir sophistiquée, mobilité tactique jugée insuffisante. Conclusion, menace négligeable pour les forces blindées. Ce jugement allait s'avérer spectaculairement erroné. Mais il reflétait une vision plus profonde de la culture militaire américaine. Pour les Allemands, improviser signifiait agir dans l'urgence faute de moyens.
Un véritable véhicule de combat devait être le fruit de longues années de conception et d'une industrie spécialisée. L'idée que les Américains puissent simplement boulonner un canon de destroyer sur un camion et l'envoyer au combat paraissait presque amateur. L'ironie était cruelle. L'Allemagne avait pourtant été pionnière dans le domaine des canons anti-aériens automoteurs avec la série des Flakpanzer, des engins sophistiqués montés sur châssis de chars et dotés de systèmes de tir complexes. Mais sa production ne parvint jamais à suivre les besoins. À la fin de 1944, la Luftwaffe et l'armée de terre alignaient peut-être 3000 véhicules anti-aériens automoteurs de tout type confondus. Les États-Unis, eux, avaient déjà déployé davantage de plateformes mobiles simplement en réutilisant des camions et des armes existantes, combinées de manière inédite. Les chiffres de production racontaient une histoire désormais familière, le raffinement allemand face à la production de masse américaine. Et cette fois encore, c'est la production de masse qui l'emportait. Le maître principal Donnelly s'était engagé dans la marine en 1942. Formé comme servant d'artillerie à la base navale des Grands Lacs, il s'attendait à combattre les avions japonais dans le Pacifique. Au lieu de cela, la marine l'affecta au service de l'Armed Guard chargé de protéger les convois marchands dans l'Atlantique. Lorsque son navire fut torpillé au large de l'Islande en mars 1944, les survivants furent réaffectés à ce qui allait devenir le programme des camions armés. Personne ne prit la peine d'expliquer pourquoi des canonniers de la Navy se retrouvaient intégrés à des unités de l'armée de terre. La chaîne de commandement restait floue, la doctrine tactique inexistante. L'équipage de 5 hommes se vit remettre un camion GMC équipé d'un canon naval de 3 pouces, calibre 50, monté sur le plateau, 20 obus et un ordre de mission laconique, se présenter au commandement logistique de la First Army en Angleterre. Leur formation tenait en quelques jours, 3 consacrés à l'apprentissage de la conduite du camion, une journée sur les procédures radio de l'armée et une courte mise en garde, ne pas tirer sur les avions amis. La Navy partait du principe que ces hommes savaient manier leurs pièces. L'armée supposait que la Navy savait ce qu'elle faisait. Et tout le monde espérait que cela suffirait. Cette désinvolture choqua profondément Donnelly au départ. Dans la marine, tout reposait sur des procédures strictes, des doctrines établies, des méthodes éprouvées. Son chef de pièce, en revanche, voyait les choses autrement. Le second maître Robert Chen, originaire de San Francisco, se montra résolument pragmatique. « Chef, on a le meilleur canon anti-aérien de toute la flotte, lança-t-il alors qu'ils assuraient la maintenance dans un dépôt français. 15 coups par minute. Chaque obus pèse plus de 20 kilos et peut abattre n'importe quoi en dehors d'un gros bombardier. S'il y a quelque chose à tirer, on le tirera. » L'occasion se présenta bien plus tôt que prévu. Le 16 décembre, l'offensive allemande dans les Ardennes pulvérisa le front américain. Le camion de Donnelly, rattaché à une compagnie du train chargée du ravitaillement, se retrouva soudain en pleine zone de combat, tandis que les forces allemandes progressaient vers l'ouest. À l'aube du 17 décembre, lorsque la patrouille SS de Poetsky s'approcha du carrefour de Malmedy, elle s'attendait à tomber sur des soldats de l'arrière, démoralisés et mal armés. Elle trouva à la place des canonniers de la Navy entraînés à toucher des avions filant à près de 500 km/h. À 400 mètres, de l'infanterie devenait une cible presque insultante de facilité. Le premier ordre de Donnelly fut un modèle de tir naval. Azimut 270, distance 400 mètres, explosif, feu d'efficacité. Le canon de 3 pouces tonna, son éclair illuminant le paysage enneigé comme le flash brutal d'un appareil photo. L'obus de plus de 20 kilos, conçu pour déchiqueter des avions, s'abattit au milieu des Allemands en progression et explosa avec une violence écrasante. La déflagration dépassait tout ce que des armes portatives pouvaient les produire. Le souffle meurtrier s'étendait bien au-delà de 30 mètres. Les éclats tuèrent ou blessèrent tous les soldats dans un rayon de 15 mètres, et l'onde de choc mit hors de combat ceux qui se trouvaient encore plus loin. Un seul projectile avait anéanti une section entière. Chen fit pivoter la pièce à la main. L'affût naval offrait une fluidité et une précision remarquables. Deuxième coup, puis un troisième. L'équipage agissait avec une efficacité presque mécanique. Charger, tirer, pointer. 15 coups par minute constituaient la norme à l'entraînement. Sous l'effet de l'adrénaline, ils firent le mieux encore. La patrouille de Poetsky se désagrégea. Des hommes ayant survécu à Koursk et à la Normandie se retrouvaient soudain confrontés à une puissance de feu qu'ils associaient au bombardement naval, pas au combat terrestre.
Le choc psychologique fut immédiat et profond. Ce n'était ni un char ni un canon automoteur qu'ils pouvaient engager. C'était un simple camion, apparemment vulnérable, capable pourtant de déchaîner une destruction qui échappait à toute leur expérience tactique. 4 hommes seulement sur 11 réussirent à se replier dans un désordre total. Lorsqu'ils rendirent compte à leur commandant de compagnie, parlant d'un canon naval monté sur un camion et tirant comme une pièce d'artillerie légère, le rapport fut d'abord rejeté comme une exagération née de la panique. Mais dans l'espace de quelques heures, des témoignages similaires affluèrent vers les états-majors SS. Les Américains avaient déployé des armes lourdes mobiles sur châssis de camions. Les signalements se multipliaient tout le long de la percée. Le 18 décembre, le renseignement allemand n'avait plus de doute. Il ne s'agissait pas d'initiatives isolées, mais d'un programme organisé. Ces véhicules étaient rapides, très mobiles, capables d'apparaître et de disparaître en un instant. Leur armement allait de mitrailleuses quadruples de calibre .50 à ce qui semblait être de véritables canons navals de 5 pouces. Et ils étaient nombreux, des dizaines, peut-être des centaines. La réaction allemande mit en lumière un désavantage fondamental. Des consignes furent émises, engager ces camions avec des armes anti-chars, éviter les assauts d'infanterie, les neutraliser par l'artillerie. Mais dans les Ardennes, les forces allemandes étaient déjà à bout de souffle, à court de carburant, privées de soutien aérien. Elles ne pouvaient se permettre de détourner des moyens pour traquer des camions armés alors que l'objectif restait d'atteindre la Meuse avant l'arrivée des renforts américains. Pendant ce temps, les gun trucks se révélèrent redoutablement efficaces dans ce combat fluide et chaotique. Leur vitesse, jusqu'à 70 km/h sur route, leur permettait de répondre très rapidement aux menaces. Leur puissance de feu surpassait celle de la plupart des plateformes anti-aériennes mobiles allemandes. Et leurs équipages, qu'ils soient marins de la Navy ou artilleurs anti-aériens de l'armée, étaient entraînés à suivre des cibles rapides, ce qui rendait l'engagement d'objectifs terrestres presque trivial en comparaison. Le sergent-chef Mikhail Kowalski commandait l'un de ces engins, un M16 Multiple Gun Motor Carriage, la version équipée de 4 mitrailleuses lourdes de calibre .50 au sein du 7e bataillon d'artillerie anti-aérienne, le 143e. Son véhicule emportait 4 mitrailleuses lourdes de calibre .50 installées dans une tourelle motorisée offrant une rotation complète sur 360 degrés. À L4, elle délivrait une cadence de tir dépassant les 2000 coups par minute. Le 20 décembre, près de Bastogne, le camion de Kowalski fut rattaché à un bataillon de chasseurs de chars chargé de sécuriser des positions d'artillerie. Lorsque de l'infanterie allemande tenta de s'infiltrer par les lisières boisées, les quads .50 de Kowalski ouvrirent le feu à environ 750 mètres. Ce qui suivit releva de l'apocalypse. Chaque mitrailleuse tirait entre 450 et 550 coups par minute. Multiplié par 4, cela donnait un déluge de projectiles qu'aucune formation d'infanterie ne pouvait espérer traverser. C'était un véritable mur de plomb. Les arbres eux-mêmes se transformèrent en armes. Les balles de calibre .50 pulvérisaient les branches, projetant des milliers d'éclats de bois qui venaient qu'en et s'ajouter au carnage. Les soldats allemands cherchant refuge derrière les troncs découvrirent brutalement que ceux-ci n'offraient aucune protection. Le feu des mitrailleuses lourdes abattait les arbres, et les hommes qui se cachaient au derrière. Le rapport après action de Kowalski fut d'une sécheresse implacable. Infanterie ennemie engagée à environ 800 yards, 1200 coups tirés, attaque brisée. Estimation 40 à 50 pertes ennemies. Aucune perte amie. Mais cette froideur administrative ne disait rien de l'impact psychologique. Les survivants allemands parlèrent d'un engin qui ressemblait à une forteresse volante posée sur roues d'une puissance de feu qu'ils associaient habituellement aux bombardiers américains, soudain ramenés au ras du sol. La diversité des armes que les Américains installaient sur leurs camions semblait n'avoir pour limite que l'imagination, et la capacité de charge. Le M15 standard associait un canon anti-aérien de 37 mm à 2 mitrailleuses de calibre .50. Le canon pouvait tirer jusqu'à 120 coups par minute, chaque obus pesant près d'1 kg. Le M16 emportait 4 mitrailleuses 150 dans une tourelle Maxon à commande électrique, offrant une élévation et une rotation d'une remarquable fluidité. Le M51 recevait 2 canons Bofors de 40 mm, la même arme qui protégeait les navires alliés contre les attaques kamikazes.
Quant aux camions armés de canons navals improvisés, ils accueillaient des pièces de 3 ou 4 pouces calibre 50 et au moins un cas documenté fit état d'un canon de 5 pouces phare 38, une arme normalement réservée aux croiseurs. Le camion GMC CCKW qui servait de base à ces transformations était en lui-même un prodige de l'industrie américaine. Sa transmission intégrale 6-6 lui assurait une mobilité remarquable dans la boue, la neige et les terrains accidentés. Il pouvait transporter 5 tonnes de charge, gravir des pentes de 60% et franchir des gués de près de 80 cm. Plus de 500 000 exemplaires furent produits entre 1941 et 1945. Les modifier pour y installer des armes lourdes était étonnamment simple. On déposait la benne, on soudait une plateforme, puis on montait l'armement choisi. Le circuit électrique alimentait tourelles et systèmes de tir. Le châssis encaissait la masse sans nécessité de modification majeure. Dans les ateliers de l'arrière, la plupart des conversions étaient achevées en moins d'une semaine. Les équipages appréciaient surtout la fiabilité de la machine. Le moteur GMC, un 6 cylindres en ligne de 4,4 litres développant 104 chevaux, n'était pas spectaculaire, mais presque indestructible. L'entretien restait simple, les pièces abondantes. Ces camions pouvaient en fonctionner des mois entiers avec un minimum de maintenance, un atout crucial dans des opérations rapides et mouvantes. Face à cela, les forces allemandes ne disposaient d'aucun équivalent réel. Leurs semi-chenillés anti-aériens étaient des véhicules militaires conçus spécifiquement pour le combat, performants, mais coûteux et complexes. Le SD-KFZ-7-1, armé d'un canon de 37 mm flak, était une excellente plateforme, mais son coût dépassait d'un facteur 10 celui d'un simple camion. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. L'Allemagne produisit peut-être 15 000 semi-chenillés anti-aériens au total. Les États-Unis, eux, mirent en service plus de 2000 camions armés, sans compter les centaines de milliers de camions standards susceptibles d'être convertis si nécessaire. Si vous appréciez cette plongée dans l'innovation militaire américaine, n'oubliez pas de vous abonner. Ces récits demandent des semaines de recherche pour mettre en lumière des détails absents des ouvrages classiques. Et ce qui vient ensuite, sur la manière dont ces camions du diable ont transformé la guerre moderne, est tout simplement fascinant. Revenons maintenant au chaos des Ardennes. La bataille des Ardennes constitua la démonstration parfaite des capacités des gun trucks. Le caractère fluide et rapide des combats jouait exactement en leur faveur. Leur vitesse permettait des redéploiements immédiats vers les secteurs menacés. Leur puissance de feu offrait un avantage décisif dès leur arrivée. Leur polyvalence leur permettait d'engager avions, infanterie ou véhicules légers avec la même efficacité. Le 23 décembre, lorsque le ciel se dégagea et que la Luftwaffe tenta de soutenir les forces terrestres, les camions armés démontrèrent pleinement leur vocation première. Autour de Bastogne et d'autres points clés, les M15 et M16 formèrent un véritable parapluie anti-aérien que les pilotes allemands décrivirent comme infranchissable. Le sous-lieutenant Hans Müller, aux commandes d'un Focke-Wulf 190 lors d'une mission d'attaque au sol près de Saint-Vith, se heurta à ce mur de feu. Son rapport de combat, rédigé après un atterrissage forcé avec un appareil gravement endommagé, résumait l'expérience sans détour. Début de l'attaque sur une colonne de ravitaillement américaine. Immédiatement, feu anti-aérien intense provenant de plusieurs positions. Traquante observée, formant ce qui semblait être un mur continu. Appareil touché à plusieurs reprises. Attaque interrompue. Conclusion, densité de la défense anti-aérienne mobile américaine très supérieure aux engagements précédents. Les statistiques allaient confirmer ce constat. Rien que pour la journée du 23 décembre, les camions armés de tout type confondus furent crédités de la destruction de 42 avions allemands. Un taux de réussite sans précédent pour la défense anti-aérienne. L'association du tir dirigé par radar des obus à fusée de proximité, lorsqu'ils étaient disponibles, et surtout du volume de feu écrasant produisit des effets dévastateurs. Mais l'impact le plus décisif des gun trucks se fit sentir au sol. L'offensive allemande reposait sur des avancées d'infanterie appuyées par les blindés. Les divisions de Panzer ouvraient la voie, mais c'était à l'infanterie de tenir le terrain conquis. Or, l'infanterie, même composée de vétérans aguerris de la Waffen-SS, ne pouvait survivre longtemps sous un feu continu de mitrailleuses quadruples de calibre 150 ou de canons navals de 3 pouces. Le Unterführer Karl Bieber commandait une compagnie de la 12e division SS Hitlerjugend engagée dans une tentative de percer des lignes américaines près de la crête d'Elsenborn.
Son rapport, saisi plus tard après sa capture, rend compte de l'impact psychologique des gun trucks avec une brutalité saisissante. Nous avons attaqué à l'aube, le 19 décembre. La progression initiale rencontra peu de résistance. Puis les camions américains apparurent. Pas des véhicules de ravitaillement comme prévu, mais des porteurs d'armes tirant sans interruption. Le bruit était assourdissant, comme si l'on se trouvait à l'intérieur d'une aciérie. Nos hommes cherchèrent un abri, mais le feu était trop intense. Les arbres éclataient. Le sol explosait. Les hommes tombaient en hurlant ou disparaissaient, simplement dans les déflagrations. Nous nous sommes repliés après 30 minutes, ayant perdu 40% de notre effectif sans avoir approché à moins de 200 mètres des positions américaines. La compagnie de Bieber, 160 hommes, au départ, comptait 94 pertes. L'assaut n'était soutenu ni par des chars, ni par de l'artillerie, uniquement de l'infanterie persuadée d'exploiter une brèche dans le dispositif américain. Les gun trucks démontrèrent que des vides couverts par une puissance de feu mobile n'étaient pas des vides du tout. Les équipages durent inventer leurs tactiques sur le terrain à travers l'expérience du combat, faute de doctrine existante. Aucun manuel n'avait jamais été écrit pour l'emploi de canons navals en combat terrestre. La doctrine de la Navy était centrée sur la lutte anti-aérienne et le combat de surface. Celle de l'armée envisageait la défense anti-aérienne comme une mission largement statique. Les équipages de gun truck durent donc improviser. L'équipe de Donnelly mit au point une méthode qu'ils surnommèrent « shoot and scoot », tidartemoete staan, tirer et déguerpir. À l'image des chasseurs de chars, ils placèrent le camion dans une position dissimulée offrant de bons champs de tir. Dès que la cible apparaissait, ils tiraient 3 à 5 coups rapides, puis changeaient immédiatement d'emplacement avant que l'artillerie allemande ne puisse riposter. Grâce à la mobilité du véhicule, ils pouvaient parcourir près d'1 kilomètre en moins de 5 minutes. Ce procédé rendait le contre-batterie allemand presque inutile. Les observateurs repéraient le camion, transmettaient les coordonnées, mais lorsque les obus arrivaient, le gun truck avait déjà disparu. Les Allemands comprirent vite qu'intercepter ces véhicules nécessitait soit un appui aérien, soit des armes à tir direct, des ressources qu'ils ne pouvaient se permettre de consacrer durant les combats désespérés de décembre. L'effet psychologique fut considérable. Les soldats allemands commencèrent à appeler ces engins Teufelswagen, camions du diable, ou parfois Geisterwagen, camions fantômes. Ces surnoms traduisaient à la fois leur puissance destructrice et leur capacité troublante à surgir sans avertissement, frapper avec une violence écrasante, puis disparaître avant toute riposte. Le soldat de première classe Jean Fizer, capturé par les forces américaines le 27 décembre, livra un témoignage éclairant lors de son interrogatoire. « Nous craignons plus les camions du diable que les chars. Les chars, on les entend venir. Ils suivent les routes. Les camions du diable apparaissent partout. Ils tirent comme des navires de guerre. Puis ils s'évanouissent comme des fantômes. Nos officiers nous disaient de les ignorer, de nous concentrer sur la mission. Mais comment ignorer quelque chose capable d'anéantir un peloton entier en quelques secondes ? La peur se répandit dans les rangs allemands plus vite que les rapports officiels. Les vétérans mettaient en garde les nouvelles recrues avec une crainte presque superstitieuse. Certaines unités refusèrent d'avancer tant qu'on ne leur garantissait pas l'absence de gun truck dans le secteur, des garanties que leurs officiers étaient incapables de fournir. Les caractéristiques techniques des armes embarquées expliquaient cette létalité. Le canon naval de 3 pouces calibre 50 tirait un projectile de plus de 23 kg à une vitesse initiale de près de 820 mm/s. Sa cadence maximale atteignait 15 coups par minute. Sa portée effective contre les avions dépassait les 9 km d'eau. Contre des cibles têtant au sol, elle restait théoriquement de plusieurs kilomètres, même si les engagements se faisaient à des distances bien moindres. Chaque obus contenait près de 2 kg d'explosifs puissants. À l'impact, les éclats se projetaient sur plus de 30 mètres. Un coup direct contre un véhicule ou une position fortifiée était anéantissant. Même une explosion proche suffisait à détruire des véhicules légers ou à faucher de l'infanterie exposée. Des obus perforants pouvaient percer près de 8 cm d'acier à 1000 mètres, largement de quoi détruire un semi-chenillé ou un char léger allemand. Le M16 à mitrailleuse quadruple emportait environ 2000 cartouches, soit 500 par arme. Chaque balle de calibre .50, pesant près de 45 grammes et filant à plus de 890 ms, possédait une énergie cinétique capable de percer un blindage léger à courte distance
est d'être absolument dévastatrices contre des troupes à découvert. Mais au-delà de la physique, l'effet psychologique des quads 150 était sans égal. Leur son, 4 mitrailleuses lourdes tirant simultanément, était unique sur le champ de bataille. Les traçantes, visibles même en plein jour, formaient des nappes de feu continues. Les soldats allemands décrivaient ces rafales comme des torrents de morts, des jets de balles qui effaçaient tout ce qu'ils touchaient. Ce bruit caractéristique, 4 mitrailleuses lourdes tirant à l'unisson, n'avait aucun équivalent sur le champ de bataille. Les balles traçantes, visibles même en plein jour, dessinaient des nappes de feu continues, presque solides à l'œil. Les soldats allemands parlaient de lances à incendie de la mort, de torrents ininterrompus de balles qui effaçaient tout ce qu'ils touchaient. La configuration du M15 associant un canon de 37 mm à 2 mitrailleuses de calibre .50 offrait une polyvalence redoutable. Le canon pouvait engager des véhicules légers ou réduire des bâtiments en ruine, tandis que les mitrailleuses clouaient l'infanterie au sol. Ensemble, ces armes formaient un système capable de faire face à n'importe quelle menace terrestre, à l'exception des chars lourds. Les chiffres de production et de déploiement donnaient en la mesure du programme. En décembre 1944, plus de 1500 gun trucks de différents types étaient engagés sur le théâtre européen. On comptait environ 600 M16, 400 M15, 300 M51 et peut-être 200 camions armés de canons navals improvisés, les chiffres exacts variant selon les sources. Ces véhicules étaient disséminés dans l'ensemble des forces terrestres, rattachés à des bataillons anti-aériens, à des unités de chasseurs de chars ou directement à l'artillerie divisionnaire. Cette absence de centralisation rendait le travail du renseignement allemand particulièrement ardu. Les gun trucks apparaissaient là où on en avait besoin, employés comme des ressources fluides, selon les exigences tactiques du moment plutôt qu'en suivant une doctrine figée. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, leur maintenance posait peu de problèmes. Le châssis GMC utilisait des pièces standards disponibles dans tout le réseau logistique. Les armes, qu'elles proviennent de la Navy ou de l'armée de terre, disposèrent déjà de procédures d'entretien éprouvées et de filières d'approvisionnement en pièces détachées. La majorité des réparations pouvaient être effectuées au niveau du bataillon. Les interventions plus lourdes étaient prises en charge par les dépôts de l'arrière. La formation des équipages, en revanche, était très hétérogène. Les canonniers de la Navy, comme l'équipe de Donnelly, maîtrisaient parfaitement leur armement mais manquaient souvent d'expérience du combat terrestre. Les servants anti-aériens de l'armée comprenaient bien les réalités du terrain, mais n'avaient pas toujours une connaissance approfondie des systèmes d'armes embarqués. Tous apprirent sur le tas, adaptant leurs compétences aux exigences inédites du combat mobile. Le caractère improvisé du programme se révélait dans 1000 détails. Certains camions disposaient de cabines blindées, protégées par des plaques d'acier soudées pour le conducteur et son adjoint. D'autres n'avaient aucune protection. Certains étaient équipés de moyens de communication avancés permettant leur intégration dans des réseaux de conduite de tir. D'autres se contentaient de signaux visuels et de radios rudimentaires. Chaque véhicule reflétait les ressources, les priorités et l'imagination de l'unité qu'il avait mis en œuvre. Dans une culture militaire allemande attachée à la standardisation, une telle variabilité aurait été perçue comme une faiblesse. L'armée américaine, au contraire, en fit une force. Chaque équipage adaptait son camion à ses besoins spécifiques. Les bonnes idées circulaient de manière informelle, copiées d'une unité à l'autre. Les mauvaises disparaissaient sans attendre l'aval d'une quelconque autorité. Le résultat fut une amélioration continue, sans passer par le filtre lent de la doctrine officielle. En janvier 1945, alors que la bataille des Ardennes touchait à sa fin, des commandants allemands adressaient déjà des demandes urgentes pour obtenir des directives sur la manière de contrer les gun trucks. Les réponses reflétaient l'état d'esprit de l'armée allemande à ce stade du conflit. Éviter le contact lorsque c'était possible, neutraliser par l'artillerie, engager des blindés pour les détruire. Mais ces solutions exigeaient des moyens que l'Allemagne n'avait plus. Pendant ce temps, les gun trucks passaient progressivement à un rôle offensif à mesure que les forces américaines pénétraient en Allemagne. Leur vitesse leur permettait de suivre l'avance des blindés. Leur puissance de feu assurait la protection contre les contre-attaques. Leur souplesse d'emploi leur permettait de répondre aussi bien aux menaces aériennes qu'à l'infanterie ou aux véhicules légers. En mars 1945, lors des franchissements de la Roer, les gun trucks jouèrent un rôle crucial dans la protection anti-aérienne des ponts de fortune. La Luftwaffe
pourtant exsangue, tenta des attaques désespérées contre ces points de passage. Positionnés sur les deux rives, les camions armés créèrent un véritable bouclier défensif qui coûta cher à l'aviation allemande. Sur les 63 appareils engagés dans des attaques contre le pont de Remagen, 41 furent abattus, dont 28 attribués directement aux gun trucks. Leur rôle d'appui au sol s'accrut également. Lors des dernières offensives en territoire allemand, ils ouvraient souvent la route aux colonnes, leur feu écrasant, éliminant les barrages et réduisant les résistances. Les unités allemandes chargées de défendre les villes se retrouvèrent sous le feu d'armes qu'elles associaient à la guerre navale, un choc psychologique qui accéléra l'effondrement de nombreuses positions. L'Oberst Heinrich Müller, commandant un régiment de Volksgrenadiers chargé de défendre une localité dans la poche de la Ruhr, décrivit cette expérience dans ses mémoires d'après-guerre. Les Américains s'arrêtaient hors de portée. Puis leur camion du diable avançait en tirant sans discontinuer. Le bruit était insupportable. La destruction totale. Les bâtiments s'effondraient. Nos positions défensives étaient pulvérisées. Des hommes qui avaient résisté pendant des jours à des attaques de chars se brisaient et fuyaient devant ces camions. C'était humiliant. Nous étions des vétérans, des soldats entraînés, mais nous ne pouvions pas tenir face à une telle puissance de feu. Le miracle industriel à l'origine du programme des gun trucks mérite d'être souligné. Les véhicules n'étaient que des camions GMC standards, 635 000 exemplaires produits pendant la guerre. Les armes utilisées étaient des canons navals et anti-aériens existants, produits en milliers d'exemplaires pour Linz pour leur fonction initiale. L'innovation résidait dans la manière dont elles étaient combinées de façon nouvelle. Cette approche incarne la guerre industrielle américaine. L'Allemagne avait conçu des systèmes d'armement spécialisés, excellents mais coûteux et longs à produire. Les États-Unis, eux, prenant des composants existants, les associaient de manière créative et déployaient des armes efficaces en grande quantité. Le résultat n'était pas toujours élégant, mais il était indéniablement efficace. La main-d'œuvre qui fabriquait ces véhicules et ces armes était un reflet de la diversité américaine. Les femmes représentaient plus de 40% des ouvriers à l'usine GMC de Pontiac. En 1944, des travailleurs afro-américains, des soudeurs mexicains américains, des travailleurs de tous horizons fabriquaient des composants que la propagande allemande prétendait être l'apanage des artisans aryens. Les données sur la qualité ont prouvé que cette propagande était erronée. Le succès du programme des camions armés a influencé la pensée militaire après la guerre. Le concept de monter des armes lourdes sur des châssis de camions est devenu une pratique courante. Les véhicules techniques modernes, des Humvee avec des missiles anti-chars aux camions équipés de systèmes de défense aérienne, descendent directement des camions armés de la Seconde Guerre mondiale. Le principe selon lequel la mobilité combinée à la puissance de feu égale l'efficacité en combat reste fondamental dans la doctrine militaire. Avant de conclure cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez trouvé cette plongée dans les camions du diable aussi fascinante que moi, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ces histoires nécessitent des semaines de recherche pour être dévoilées, et votre abonnement m'aide à continuer de vous apporter des récits inédits sur les innovations de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, terminons par ce qu'il est advenu de ces véhicules légendaires et de leurs équipages. La reddition allemande, en mai 1945, laissa des milliers de camions armés déployés à travers l'Europe. La plupart furent renvoyés au dépôt, dépouillés de leurs armes et reconvertis en camions de transport classiques. Les armes furent réintégrées dans l'inventaire de la marine ou les arsenaux de l'armée. Les équipages furent affectés à des missions d'occupation ou retournèrent chez eux. Le chef Donnelly et ses marins retournèrent à leur service naval, assignés à un escorteur de destroyers dans le Pacifique. Ils arrivèrent juste à temps pour participer au dernier bombardement du Japon en utilisant les mêmes canons 3 pouces 50 qu'ils avaient montés sur un camion en Belgique. Après la guerre, Donnelly resta dans la marine et prit sa retraite en tant que chef supérieur en 1962. Il garda un souvenir de cette période, une douille en laiton du premier obus tiré à Malmedy, gravée de la date et du lieu. Le sergent-chef Kowalski rentra dans le Michigan, travailla dans l'industrie automobile et parla rarement de son service militaire. Lors d'une interview en 1997 pour un projet de mémoire des anciens combattants, on lui demanda ce qu'il se souvenait le plus de la guerre. « Le bruit », répondit-il. 4 mitrailleuses de calibre 50 tirant ensemble font un bruit que vous n'oubliez jamais. Et l'efficacité. On pouvait stopper n'importe quoi.
sauf les chars lourds. Les Allemands nous craignaient, et ils avaient raison de nous craindre. Les vétérans allemands ont retenu d'autres souvenirs. L'impact psychologique des camions du diable a perduré bien après la guerre. Dans leurs mémoires et interviews, les soldats allemands mentionnaient systématiquement ces camions avec un mélange de respect et de peur résiduelle. Ils symbolisaient tout ce qui les rendait fous dans la guerre contre les Américains. Une puissance de feu écrasante, une flexibilité tactique, une capacité industrielle à déployer des armes en quantité apparemment illimitée. Oberst Müller, le commandant de régiment, écrivait dans ses mémoires, publiées en 1973, que les camions du diable incarnaient la guerre américaine. Ils ne nous ont pas vaincus par la supériorité de leurs soldats ou de leur tactique. Ils nous ont enterrés sous une puissance de feu que nous ne pouvions égaler. Chaque soldat américain semblait être soutenu par de l'artillerie, des avions et ces armes lourdes mobiles. Nous avons combattu courageusement, mais la bravoure sans ressources n'est qu'une défaite retardée. L'héritage technique des camions armés dépasse les applications militaires. La modification rapide de véhicules commerciaux à des fins militaires a démontré des principes qui ont influencé la conception des véhicules après la guerre. La robustesse du GMC CCKWE est devenue une référence. Les camions militaires modernes utilisent toujours des configurations 6-6 pionnières pendant la Seconde Guerre mondiale. Le concept de montage modulaire d'armes permettant d'installer différentes armes sur des châssis standards demeure fondamental dans la conception des véhicules militaires. Les statistiques de production racontent la dernière partie de l'histoire. L'Amérique a fabriqué 635 000 camions GMC CCKW pendant la guerre. Plus de 2000 ont été modifiés pour porter des armes lourdes. Ces véhicules ont abattu environ 800 avions, détruit plus de 3000 véhicules allemands et tué ou blessé environ 30 000 soldats ennemis. Le coût par véhicule était d'environ 3 000 $ en 1940, soit moins de 1% du coût d'un véhicule anti-aérien automoteur spécialement conçu. Le calcul de l'efficacité était net. Pour le prix d'un Flak Panzer allemand, l'Amérique pouvait déployer 30 camions armés. Pour le temps de production d'un seul système conçu pour cet usage, l'Amérique pouvait modifier des centaines de camions existants. Cette mathématique de la guerre industrielle, alliant quantité et qualité suffisante, s'est révélée décisive tout au long du conflit. Les forces militaires modernes ont retenu la leçon lorsque les troupes américaines furent déployées en Afghanistan et en Irak. Elles se retrouvèrent à monter des armes lourdes sur des Humvee et des camions, créant ainsi des camions armés directement issus des prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Le principe demeurait valide. Mobilité et puissance de feu égalaient l'efficacité en combat, et les véhicules existants, modifiés de manière créative, pouvaient être aussi efficaces que des systèmes spécialement conçus à cet effet. L'histoire des camions du diable représente l'improvisation industrielle américaine dans toute sa splendeur. Lorsque la marine disposait de surplus de canons anti-aériens et que l'armée avait besoin de puissance de feu mobile, quelqu'un eut tout simplement l'idée de les combiner. Pas de programme de développement long et fastidieux, pas d'années de tests, juste une solution pratique pour créer rapidement des armes efficaces. Cette approche déconcertait la culture militaire allemande qui mettait l'accent sur une planification soignée et des solutions conçues sur mesure. Ils avaient conçu la série des Flak Panzer par un ingénierie méthodique, tandis que les Américains fixaient des canons sur des camions et les envoyaient au combat. Les résultats parlent d'eux-mêmes. À la fin de la guerre, les camions armés américains surpassaient en nombre tous les systèmes mobiles anti-aériens allemands réunis. La dimension de la guerre psychologique mérite d'être soulignée. La peur que les soldats allemands ressentaient envers les camions du diable était disproportionnée par rapport aux pertes réelles qu'ils infligeaient. Certes, les camions armés étaient létaux, mais leur impact psychologique dépassait largement leur destruction physique. Ils représentaient l'imprévisibilité, une puissance de feu écrasante apparaissant sans prévenir, la capacité industrielle américaine à déployer des armes sous des configurations inattendues. Cet avantage psychologique s'ajoutait aux avantages matériels. Les soldats allemands, déjà démoralisés par les retraites constantes, les pénuries de ravitaillement et la suprématie aérienne alliée, faisaient en aller face à des armes au sol qui semblaient combiner les pires aspects de l'aviation, de l'artillerie et des bombardements navals. L'effet cumulatif fut un effondrement de la cohésion des unités et de la volonté de se battre. Aujourd'hui, les camions armés survivants sont des pièces de musée ou des objets de collection. Le musée du GI américain au Texas présente un M16 restauré.
Le Musée national de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans expose un M15. Ces véhicules, jadis redoutés sous le nom de camions du diable par les soldats allemands, reposent désormais tranquillement, témoignant de l'ingéniosité et de la capacité industrielle américaine. Les vétérans qui ont servi sur ces véhicules sont presque tous disparus maintenant. Donnelly est décédé en 2003, Kowalski en 2008. Leur nécrologie mentionnait leur service militaire, mais rarement les camions armés spécifiquement. L'histoire dramatique des tireurs d'élite de la marine montant des canons de navires sur des camions et traquant les soldats allemands à travers les forêts belges est devenue une simple note de bas de page dans les histoires officielles. Pourtant, l'héritage persiste dans la pratique militaire moderne. Chaque véhicule technique portant des armes lourdes, chaque modification rapide de véhicules commerciaux pour un usage militaire, chaque décision de combiner des systèmes existants de manière créative, au lieu de tout concevoir à partir de zéro, rend hommage aux principes démontrés par le programme des camions du diable. Les Allemands rirent lorsqu'ils entendirent, pour la première fois, que les Américains montèrent des canons anti-aériens sur des camions. Ils le rejetèrent comme une improvisation désespérée d'une culture militaire incapable de produire des systèmes d'armement appropriés. Ils apprirent à leurs dépens, dans les Ardennes et à travers l'Allemagne, que l'improvisation américaine, soutenue par la capacité industrielle, était plus efficace que la perfection de l'ingénierie allemande produite en quantité insuffisante. Les camions du diable prouvèrent que la guerre ne se gagne pas avec les armes les plus sophistiquées, mais avec des armes adéquates déployées en nombre écrasant, manipulées par des soldats formés, soutenus par une logistique infaillible. Le GMC portant un canon naval n'était pas élégant. Il n'était pas conçu par un comité. Ce n'était pas le fruit de longues années de développement. Il était simplement efficace. Et l'efficacité, comme les forces allemandes le découvrirent sur les champs de bataille européens, compte bien plus que l'élégance. La partie qui déploie des armes suffisamment bonnes en grand nombre, qui les adapte de manière créative aux besoins changeants et qui les fournit en continu, l'emportera sur celle qui déploie des armes parfaites en quantité insuffisante. Quand ils montèrent un canon naval sur un camion, les Allemands les appelèrent « camions du diable ». Ce nom reflétait la peur, le respect et la prise de conscience croissante que la guerre industrielle américaine fonctionnait selon des principes que la tradition militaire allemande ne pouvait pas contrer: la production de masse, l'adaptation créative et la supériorité matérielle écrasante. Les camions armés traversèrent l'Europe, réécrivant la doctrine tactique simplement par leur existence. Ils prouvèrent que les camions pouvaient transporter des canons de navires, que les marins pouvaient aimer se battre sur terre, que les improvisations pouvaient être aussi mortelles que des armes conçues spécialement pour cela. Ces leçons ont façonné la guerre moderne plus qu'on ne le réalise. Les camions du diable sont partis, maintenant, retournés à la ferraille ou dans les musées. Mais leurs fantômes demeurent dans chaque véhicule technique militaire, chaque programme de modification rapide, chaque décision de déployer rapidement des armes adéquates plutôt que des armes parfaites lentement. La façon américaine de mener la guerre, incarnée par un canon naval monté sur un châssis de camion, prouva que la créativité, alliée à la capacité industrielle, surpasse la perfection produite dans la rareté. Et les Allemands qui affrontèrent ces véhicules, qui ressentirent la terre trembler sous les obus de 50 livres, qui entendirent le rugissement terrible des 4 mitrailleuses de calibre 50, qui virent leur formation se dissoudre sous une puissance de feu qu'ils associeraient normalement à des navires de guerre, comprirent la leçon trop tard. L'arsenal industriel américain pouvait transformer n'importe quoi en une arme, même un simple camion.